Place maintenant à la deuxième conversation de cette nuit des idées, placée sous le signe de l'humanité dans la proximité. Elle réunit deux commissaires dont la qualité du travail a été remarquée et récompensée par des prix. Je vous les présente sommairement sans plus tarder. D'abord, Sonia Recassens, vous êtes historienne de l'art, critique d'art et commissaire indépendante. Depuis 2010, vous poursuivez des recherches et des projets sur les artistes femmes afro-descendantes des 20e et 21e siècles et leur visibilité. Vous avez organisé la première rétrospective de l'artiste Essie, vous savez, cette artiste franco-cubaine de grande réputation qui a travaillé le textile. Cette rétrospective a eu lieu aux abattoirs de Toulouse, puis au Musac à Léon, en Espagne, en 2017. Vous avez été lauréate du prix spécial du jury, prix Aïssa 2019. Et cette même année, vous avez rencontré des étudiants, des diplômés en fait du pavillon Bosio, École supérieure d'art plastique de Monaco, pour réaliser un catalogue intitulé Paysages empruntés. Et enfin, en 2020, vous avez été invité par le FRAC Aquitaine à mener une recherche critique sur les artistes femmes de la collection. Donc, on voit déjà un horizon se dessiner avec vous. Ce sera l'occasion d'en parler dans un instant. Et en tandem avec vous, Véronique Leblanc, commissaire indépendante, auteure et chargée de cours en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Vos recherches portent sur l'imaginaire du commun en art actuel et vous dites d'ailleurs envisager vos projets d'exposition comme des occasions d'apprentissage partagé. Depuis septembre dernier, vous êtes commissaire en résidence à la Galerie de l'Université du Québec en Outaouais. Et avec la commissaire Élise Anne Laplante, vous travaillez aussi à un projet artistique intitulé Cultiver l'humilité, tout un programme qui propose de concevoir nos relations aux végétaux selon des perspectives décoloniales. Alors, pour la prochaine demi-heure, vous allez discuter, vous allez échanger entre vous, comme le veut la loi du genre. Mais d'abord, si vous permettez, je vais vous poser une question que m'inspire le mot décolonial, justement, qui clôt votre présentation, Véronique Leblanc. Vous êtes l'une à Paris, l'autre à Montréal. En art contemporain, dans votre pratique de commissaire, jusqu'où un regard décentré par rapport à l'Occident est-il possible? Jusqu'où peut aller un regard décolonial posé sur l'art? Et ce regard décolonial ou décolonisé est-il un facteur de proximité ou d'étrangeté? Trois questions en fait, mais qui n'en forment qu'une. Vaste sujet et passionnant. Euh, je pense que c'est les deux, c'est à la fois une expérience de proximité et d'étrangeté, puisque c'est se remettre en question les savoirs acquis, remettre en question son imaginaire, ses stéréotypes. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile finalement, c'est se penser, quand on a fait des études supérieures, penser que nous avons un savoir en fait qui est légitime, qui est ouvert, qui est tolérant et que nous avons du coup un bagage culturel qui est, on va dire, dénué de tout stéréotype raciste, sexiste, etc. Et ce que nous apprend et le défi que nous propose la pensée décoloniale, c'est au contraire de déceler tous les stéréotypes, tous les préjugés et tout le poids en fait de l'histoire coloniale qui se cache dans l'histoire de l'art, dans l'anthropologie, dans la psychologie, dans tous les outils finalement, dans tous les concepts que nous utilisons dans nos pratiques curatoriales, critiques ou d'histoire de l'art, et que cela joue sur la perception et sur l'analyse que l'on peut porter sur les œuvres d'art et dans les échanges que l'on peut avoir aussi avec les artistes. Et donc, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, parce qu'on est voilà, c'est un chemin que nous empruntons et qu'il nous faut emprunter, parce que c'est une remise en question, mais qui est nécessaire et qui est extrêmement riche et qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux vivre ensemble en fait,
fait, et de comprendre l'étrangeté qu'il y a en nous, et pas seulement dans l'autre, et de nous rapprocher, en fait, les uns les autres. Et je pense que oui, c'est une approche absolument essentielle. Merci, Sonia, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis de mon côté aussi, ça me donne l'occasion de reconnaître que mes perspectives sont celles d'une personne blanche issue de la colonisation, donc d'une femme blanche francophone d'origine québécoise et acadienne, et qui, en fait, travaille à partir de cette posture de privilège dans une société et une culture où persiste la suprématie blanche, où persiste la réalité coloniale, des mécanismes de racisme systémique, et que donc c'est ma perspective et elle me donne aussi la responsabilité, je crois, d'apprendre sur les réalités des personnes qui sont des personnes autochtones, des personnes racisées dans la société dans laquelle je vis. Et donc, c'est comme si, de mon point de vue à moi, euh, la, la, la l'idée d'incarner une perspective décoloniale ou de travailler à des processus de décolonisation à travers ma pensée, une posture d'apprenante, une posture humble, un travail de relation, ben, ça ne peut que se faire à partir de relations de proximité avec des artistes qui ont ces perspectives et qui, en fait, vivent et subissent la violence de la réalité coloniale dans laquelle on vit. Donc, je dirais que c'est un processus, d'une part, de désapprentissage, c'est-à-dire qui nécessite une observation de soi, de ses comportements, de ses propres réflexes, comme tu le disais aussi si bien, Sonia, appris à travers bon, l'éducation, à travers les milieux aussi artistiques et les milieux académiques à travers lesquels on évolue. Mais en même temps, donc c'est ça, une sorte de distance à apprendre par rapport à des réflexes qu'on voit s'opérer tout autour de nous et en nous, puis en même temps de s'engager justement dans un processus qui est largement relationnel et qui nécessite le développement de relations de confiance avec des personnes qui apprennent à désapprendre ensemble et tout ça pour effectivement faire des projets qui apportent un petit pas en avant vers des manières de faire autrement, tout simplement, mais c'est un processus long, je dirais, puis effectivement, l'horizon de la possibilité. Le processus de décolonisation, c'est pas quelque chose qu'on accomplit ou qui s'achève, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, puis qu'on incarne, je crois. Oui, au quotidien, et j'aime beaucoup cette idée, en effet, de savoir situer ou de pratique situer, cette idée d'être, de rappeler d'où on parle, en fait, de quoi parle-t-on et d'où parle-t-on, et ce qui induit et ce qui implique ce rapport et cette démarche relationnelle, en fait, et de s'inclure dans ce mouvement et dans ce monde de l'art, en fait. Souvent, le commissaire d'exposition ou le critique ou l'historienne de l'art pouvait avoir cette approche distancée, en fait, de l'œuvre et de l'artiste. L'œuvre, et comme l'artiste, finalement, c'est un objet d'analyse, c'est un objet d'étude, et le critique, l'historien d'art ou le commissaire d'exposition est soit un chef d'orchestre qui va orchestrer comme ça des expositions et en réunissant des œuvres d'art, soit un critique qui va articuler des pensées sur un objet. Et ce que nous invite la pensée décoloniale, tout comme la pensée féministe, c'est aussi nous inclure, en fait, dans ce processus-là, et que nous sommes en relation avec ces œuvres, avec ces artistes. Et dans ma pratique, par exemple, de l'écriture, très souvent, j'écris, en fait, à la première personne, et je vais soit parler de la relation que je peux avoir avec l'artiste. Je peux aussi parler d'anecdotes ou d'expériences personnelles. Récemment, pour un texte pour une artiste, Malal Andriya-Lavidrazana, qui est une artiste franco-malgache. Pendant l'année 2020, elle a eu une exposition au printemps dans une fondation, et elle m'a demandé d'écrire un texte
pour son exposition qui réunissait des œuvres de différentes périodes. Et il y avait par exemple la série d'Outre-Monde, pour une série pour laquelle elle a eu le prix HSBC en 2014, et qui est une série de photographies qu'elle a réalisées dans les cimetières du monde entier. Elle a parcouru le monde et en fait, elle a réalisé des séries de photographies sur les cimetières. Et elle a toujours été fascinée par la façon ces villages en fait des morts, dont la façon dont la mort cohabite avec les vivants. Et j'ai introduit finalement mon texte en parlant de l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai dû enterrer mon père. Et c'est une façon, on va dire, assez singulière dans le monde de la critique d'art, mais c'était quelque chose pour moi qui était évident et qui était juste, parce que je voulais parler de ce que cette œuvre de Malal me faisait écho en moi, et par extension pouvait faire écho aussi aux lecteurs et aux spectateurs de ces œuvres, et donc créer juste comme ça, par l'écrit, par cette introduction du jeu et de l'expérience personnelle, de créer du lien, que ce soit avec l'œuvre, mais aussi avec le lecteur qui ensuite va lire le texte, et avec le spectateur qui va regarder l'œuvre. Donc voilà, c'est aussi une mise, oui, une espèce de mise à nu de soi, mais qui permet de créer une relation qui est qui est beaucoup plus riche, je trouve, avec l'artiste, avec l'œuvre, mais aussi avec le lecteur et avec les visiteurs des expositions que l'on peut curater. C'est aussi plus riche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique. Oui, on avait parlé de cette question-là, hein, de à qui s'adressent nos expositions. Et puis là, c'est un moment aussi où, comme la plupart des expositions sont fermées, la question, hein, de l'hospitalité ou de l'accueil des publics est vraiment de plus en plus comme précaire. Puis c'est vrai que la création d'une intimité, ou en tout cas le fait de trouver une voie plus personnelle, peut engager différentes formes d'accessibilité à travers l'expérience. Puis je pense que ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai jamais vraiment écrit de texte d'un point de vue comme ça, très intime, avec une voix personnelle. J'ai encore beaucoup travaillé selon un modèle peut-être un peu plus académique, avec un ensemble de références qui sont par ailleurs très eurocentrées. Donc, je me sens engagée dans un processus de transformation par rapport aux manières dont je travaille, à l'analyse de mes méthodes. Puis, on dirait que chez moi, ça se concrétise un peu par l'emprunt ou le mimétisme de méthodes que j'observe chez des artistes. Donc, essayer de mélanger théorie, discours et pratique, d'arriver à tenter de spatialiser certaines de mes idées, d'inscrire dans des savoirs un peu plus expérientiels une partie de mes recherches. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui ont des pratiques participatives ou collaboratives, qui travaillent avec des gens, avec des groupes, qui ont aussi dans leur travail une dimension performative. Et ce que j'essaie de plus en plus, c'est d'avoir ou de rendre compte dans mes recherches, puis dans la manière dont moi je témoigne de mes recherches, de rendre compte d'une dimension peut-être plus justement collaborative ou performative de ma propre pensée, de ma propre pratique curatoriale. Et puis, des façons dont ça se traduit, par exemple, c'est en ce moment, je travaille à un projet de recherche là, sur le commun avec plusieurs artistes que je souhaite convier, par exemple, à intervenir dans ma bibliographie, à proposer des références qui ne sont pas seulement textuelles, mais qui vont être aussi des choses à écouter, des choses à regarder. Je veux aussi dire qui sont les personnes qui m'ont recommandé certaines de ces références, certaines de ces lectures, parce que je ne suis pas toute seule dans mon aventure de recherche. Je suis accompagnée par des artistes, par des collègues commissaires, par des amis. Je pense à des personnes comme Myrna Boyadjian, comme Anne-Marie Ouellet, comme Raphaël de Groot,
comme Caroline Boileau, comme des personnes aussi desquelles je me rapproche actuellement à travers la résidence à la Galerie de Lucot, comme Diane Gistal, que j'ai rencontrée il y a quelques semaines à peine, et Zoé Chan, avec qui j'aurai une conversation bientôt. Donc, ce sont vraiment des personnes qui nourrissent mes réflexions, puis nourrissent mes recherches, puis collaborent avec moi dans des univers de recherche qu'on a l'impression qui sont très individuels lorsqu'on va, entre guillemets, signer une exposition comme commissaire. Hein. Donc, il y a toute une dimension collaborative, collective de la recherche qui, moi, m'interpelle beaucoup en ce moment dans ma manière de mettre en œuvre là, le travail de commissaire, surtout dans l'impossibilité d'échanger avec les publics. Donc, comment se doter de manière d'échanger avec les artistes, avec les professionnels de l'art, avec les travailleuses, travailleurs culturels, puis créer des espaces justement où on peut se soutenir et s'inspirer les uns les autres. Oui, je crois que c'est un peu l'enjeu actuel dans le monde de l'art contemporain, dans nos pratiques, que ce soit la recherche ou le commissariat d'exposition. Finalement, on est très isolé, on peut être très seul dans nos activités et bien sûr appelé à réaliser des textes ou des expositions, mais voilà, de manière temporaire et ponctuelle. Et donc quelque chose aussi presque d'événementiel pour un temps donné. Et il y a le vernissage, et puis ensuite, voilà, on baisse le rideau et au revoir. Je crois qu'il y a un profond désir, en tout cas, de changer cette dynamique-là pour des expériences beaucoup plus collaboratives, en effet, de travail beaucoup plus dans le relationnel avec les artistes, pour que les artistes soient aussi réellement impliqués dans le processus curatorial, dans l'écriture, dans l'organisation de l'exposition. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, dans la façon dont je travaille, quand je vais avoir une idée de problématique, de thématique, de toujours mettre en relation les artistes pour qu'ils sachent que déjà ils ne sont pas tout seuls, qui font partie d'une conversation et que cette conversation puisse aussi avoir lieu physiquement, donc aussi de pouvoir les réunir en amont de l'exposition pour échanger et laisser une marge de carte blanche presque à l'artiste en fait, parce que très souvent finalement le commissaire d'exposition il a son exposition et il a sa liste d'artistes et sa liste d'œuvres et il y a quelque chose de très administratif et il va contacter les artistes et il va dire ou la galerie, même des fois il contacte même pas les artistes, ce que je comprends pas très bien, mais demander j'ai besoin de telle œuvre et donnez-moi les crédits, la valeur d'assurance et puis après c'est juste des histoires de transport etc. Et éventuellement l'artiste est invité au vernissage, mais c'est tout. Il y a quelque chose d'assez pauvre en fait, de très administratif et on revient à quelque chose de plus riche en termes relationnels et non, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'échanger, on a besoin de créer et de travailler ensemble et les artistes et les personnes travaillant dans l'institution pour aussi produire du sens et que les artistes puissent se nourrir entre eux, que le commissaire puisse se nourrir de ces échanges avec les artistes. Moi, je sais que la plupart des expositions sont le fruit de mes échanges avec les artistes. Je vais échanger ou je vais voir une œuvre et ça va résonner en moi et je vais me dire tiens, j'ai envie de travailler sur tel sujet et je vais aller voir un autre artiste qui va apporter une pierre à cette problématique et puis petit à petit de rencontre en rencontre l'exposition prend forme, la conversation prend forme et le donner à voir aussi au public c'est important pour qu'il puisse aussi du coup apporter sa contribution à cette conversation et donner du sens, que je pense qu'on est dans une course folle à l'événement et aux expositions mais il y a une espèce de perte de sens et de se dire dans quelle machine on est embarqué et qu'est-ce que je veux
faire, qu'est-ce que je veux apporter dans voilà, cette idée de créer en commun, de produire du commun, de décoloniser les savoirs, de décoloniser les pratiques, mais aussi de manière beaucoup plus, de manière beaucoup plus large la société, aussi voilà, avec un engagement féministe. Donc retrouver ce sens-là d'engagement politique, social, est important dans nos pratiques pour que ça puisse faire sens dans la société, puisque nous sommes finalement des citoyens de nos pays respectifs, mais aussi citoyens du monde. Et quel monde de l'art contemporain on a envie, mais de quel monde plus global on a envie aussi pour demain. Oui. Mesdames, si je peux me permettre, c'est passionnant ce que vous dites, mais si je peux me permettre de poser une question que m'inspirent vos propos, dans la perspective qui est la vôtre, dans l'approche distanciée qui semble reculer justement de plus en plus, quelle part reste-t-il dévolue à l'autonomie de l'art par rapport aux faits de société, par rapport à des faits historiques? Est-ce que cette notion même d'autonomie de l'art est rendue caduque? J'ai l'impression, je pense pas qu'elle est nécessairement caduque, mais en tout cas, elle est mise au défi par plusieurs pratiques artistiques. Euh, c'est sûr que de moins en moins, j'ai l'impression quand même avec les pratiques artistiques actuelles, on assiste à la production d'œuvres qui se tiennent très sagement à l'intérieur d'un objet qu'on peut déposer en quelque part et ensuite contempler à l'aide du sens qui est la vue. Donc, c'est de moins en moins comme ça que les pratiques artistiques se déclinent. Hein. Elles sont de plus en plus multidisciplinaires, multiformes, apparentées à des processus de recherche, s'inscrivent dans des objets qui sont multiples, réinterprétables, transformés, et aussi très lié, et ça, je pense que c'est toujours à travers l'ensemble de l'histoire, très lié à des contextes très précis. Il y a plusieurs pratiques, notamment les pratiques collaboratives, mais aussi d'autres pratiques qui s'inscrivent de manière très proche et très incarnée dans des contextes spécifiques et dont l'œuvre, finalement, est le processus de réalisation en lui-même. Et finalement, ce qu'on va présenter dans l'exposition, ça va être des traces de cette chose ou la mise en forme de différentes manières là, d'une œuvre qui témoigne d'une quelconque manière de ces processus et de ces relations, de ces expériences qui ont été menées sur un temps plus long, souvent. Donc, c'est sûr que la relation à un contexte social, culturel, politique, à l'expérience de personnes qui sont extérieures à l'œuvre sont, au fond, essentiel dans ce type de pratique. Et puis, la présentation de ces œuvres-là fait qu'on recontextualise d'une autre manière et puis qu'on va activer de d'autres façons le propos de cette pratique-là. Donc, effectivement, je pense que l'autonomie d'une œuvre, elle est de moins en moins importante, là, à mon sens, et il faut voir toujours comment un discours s'inscrit dans l'espace social à un moment donné dans l'histoire. Oui, je pense que il y aura toujours des pratiques plus ou moins autonomes en fait du contexte, de la société, parce que cela dépend des pratiques de chacun. Et il y a des artistes qui sont dans leur atelier et ils sont dans une pratique d'atelier assez, on va dire, coupée du monde. Et ça leur va très bien. Et ils ont des galeries et des collectionneurs et des institutions qui sont toujours intéressés par ce genre de pratique, et je dirais que c'est important que les deux puissent cohabiter et que ce ne soit pas non plus une injonction qui soit faite à l'artiste de répondre à des faits de société, que l'artiste garde cette liberté-là de pouvoir aussi pratiquer son art comme il le souhaite. Après, je pense qu'il y a le monde, c'est tellement accéléré du fait des nouvelles technologies, du fait de la circulation qui n'est plus possible aujourd'hui, mais qui s'est aussi accéléré
tout va tellement vite qu'il y a je pense, chez certains artistes, cette conscience finalement de faire partie du monde et de vouloir répondre et réagir aussi à ce monde-là et à ces actualités et à ces enjeux de société. Et bien sûr que ça dépend aussi des contextes, mais en tout cas, les artistes qui m'interpellent ou m'intéressent et me donnent envie de travailler, en tout cas d'échanger et d'amorcer une conversation, ce sont souvent des artistes qui vont travailler plus, voilà, en lien aussi avec leur contexte. Alors des fois c'est subtil, par exemple il y a des artistes femmes qui me disent qu'elles vont par exemple changer de technique ou de format, tout simplement parce qu'elles ont eu un enfant et que il fallait garder voilà, un œil sur l'enfant et que dans l'atelier c'était trop compliqué et donc elles ont dû finalement prendre des petits bouts de tissu, des petits bouts de matériaux avec elles dans leur appartement, dans leur salon et puis bon du coup elles ont dû improviser et trouver d'autres façons de travailler et de créer des œuvres. Donc c'est très subtil. Je pense que voilà, le spectateur et le critique qui ne va pas forcément poser ces questions-là de l'espace de travail et du temps de travail dans cette question voilà, qu'est-ce que c'est que d'être une femme et qu'est-ce que c'est d'être mère et artiste, peuvent complètement passer à côté en fait de cette dimension-là. Mais c'est ancré dans une réalité sociale, économique qui est précise. Mais voilà, c'est encore une fois la question du regard situé et de ces enjeux voilà, décoloniser son regard et d'enjeux féministes, mais qui peuvent être très subtils, mais qui ont leur importance en fait. Ce que je retiens de ce que tu dis aussi, qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est justement cette question-là de l'injonction. Il n'y a pas d'injonction à y avoir. Je veux dire, l'œuvre d'art ne doit pas nécessairement être autonome et l'inverse non plus. Donc, il y a vraiment ce jeu-là. Je trouve qu'il y a autant de pratiques qu'il y a d'artistes. Il y a autant de pratiques du commissariat qu'il y a de commissaires aussi. Je pense que chacun répond à ses nécessités, hein, au fond, et à une perspective sur le monde qui est incarnée justement de manière très intime puis, et située. Oui. Et puis souvent, après, toutes ces questions en fait de décolonisation, post-coloniale, féministe, malheureusement, ce sont des outils critiques qui sont essentiels et qui sont importants, mais qui peuvent être neutralisés par l'institution et devenir des étiquettes. Et des étiquettes assez réductrices. Et par exemple, j'avais un échange avec un artiste qui est un artiste métis, qui a des origines italiennes, mais aussi des origines réunionnaises. Et en fait, il me disait que dans la façon dont les critiques et commissaires d'exposition s'intéressaient à lui et parlaient de lui, c'était que sous l'angle de ses origines réunionnaises. Et que du coup, on allait mettre l'accent sur la créolisation, sur Édouard Glissant, sur la décolonisation, le postcolonial, etc. Et qu'on mettait complètement de côté ses origines italiennes qui pourtant avaient aussi une grande importance dans son travail en fait artistique. Mais bon, a priori comme ça, ses origines italiennes, c'est un peu moins exotique et c'est voilà, ça donne moins. Donc c'est aussi, il faut aussi se méfier finalement de soi-même et de ses réflexes et comment justement des concepts qui sont a priori des outils de remise en question peuvent aussi devenir des prismes et des stéréotypes voilà, à un certain moment parce que ça correspond à une tendance, à une mode et que pour les institutions c'est aussi une façon de se valoriser et de montrer que non, elles ne sont pas si racistes que ça et non, elles ne sont pas si sexistes que ça. Donc c'est aussi tout le travail du critique et du commissaire d'exposition d'être conscient de tous ces enjeux de communication et de politique et de ne pas finalement de pas être le dindon de la farce non plus quoi, voilà, de ne pas se faire manipuler et ne pas en arriver à manipuler le travail des artistes. Puisque aussi cette question du respect est extrêmement, voilà, extrêmement importante dans cette relation que l'on a aux œuvres et aux artistes.
ce que j'entends aussi beaucoup de mes collègues commissaires racisés, c'est que aussi, ben, l'expérience d'être une personne racisée, c'est une expérience singulière et les personnes racisées ont évidemment des expériences et des opinions et des idées hétérogènes. C'est pas un ensemble de personnes homogènes. Et puis, ben, c'est très important aussi de considérer justement qu'il y a une diversité de perspectives et que c'est pas nécessairement parce qu'on est une femme qu'on est féministe, ou c'est pas nécessairement parce qu'on est une personne racisée qu'on a une pratique incluse dans une lutte antiraciste, par exemple. Donc ça, c'est aussi important de voir l'hétérogénéité des postures singulières. Tu me parlais, Sonia, précédemment du fait que souvent, il y a un aspect intergénérationnel dans tes projets, puis je me suis demandé quel genre d'intimité ou de proximité ça créait justement entre les artistes. Bah c'est très riche. Il y a eu une exposition que j'avais faite qui s'intitulait Les Sept Démons, et où il y avait donc le Benjamin était né en 92. Et il y avait des artistes qui avaient 30, 40, 50 et 60. Il y avait Michel Sylvander, par exemple. Et c'était... du coup, ça crée une communauté. Enfin, on est tous liés. Et pour le Benjamin, c'était un privilège et un honneur. Il était tout enfin voilà, jamais il aurait espéré, en tout cas pour sa première exposition, être aussi bien entouré. Et du coup, ça crée une réelle communauté, une solidarité et de soutien, du coup, parce qu'ils voilà, ils se regardent, ils se soutiennent et ils s'enrichissent, en fait. Et ça... euh, la conversation est possible en fait entre différentes générations et de montrer ces liens aussi de différentes cultures, enfin de montrer les liens qu'il peut y avoir entre les œuvres de la chambre marocaine de Malik Nejmi qui est autour du deuil de sa grand-mère et une œuvre de Chantal Akerman qu'elle a voilà un audio qu'elle a réalisé avec sa mère autour d'un cahier de sa grand-mère disparue dans les camps d'Auschwitz. Il y a des liens en fait, on est sur a priori des mondes complètement différents, mais il y a des liens et tout l'enjeu c'est bah, que les artistes le réalisent mais que le public aussi se rende compte en fait que ben, ces liens sont là et qu'il est possible en fait de créer ces liens intergénérationnels et pluriculturels hein, parce que nous partageons le même la même existence et les mêmes, parfois les mêmes enjeux de mémoire. Mesdames, vous savez qu'il va falloir que je vous interrompe, que je mette fin à cette conversation qui mériterait évidemment d'être poursuivie, qui sera poursuivie de toute façon dans vos pratiques à toutes deux. Donc, Sonia Recassens, merci. Véronique Leblanc, merci. Toutes deux commissaires indépendantes, je le rappelle, cette demi-heure a passé comme l'éclair.